Le 21 mars 2012, Denis Rambourg se rend à la gendarmerie de Ham, dans la Somme, en France. Il est très inquiet. Il est très inquiet parce qu'il n'a pas de nouvelles de son fils qui s'appelle Christophe, et ce depuis plusieurs mois maintenant. C'était en novembre que le jeune homme de 25 ans avait prévenu ses parents qu'il ne mangerait pas à la maison. Et depuis, plus rien. C'est un petit peu long comme absence. Va s'en suivre alors une enquête longue et difficile qui va mener tout droit vers ceux qu'on surnommera les barbares de la Somme. Alors qui était Christophe Rambourg? Que lui est-il arrivé? Pour quelles raisons ne donne-t-il plus signe de vie? Bonjour à tous, j'espère que tout va bien. Je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne pour une toute nouvelle histoire qui m'a été suggérée par un abonné. C'est Michel Sacha Valentin. C'est en tout cas son pseudo sur YouTube. Merci à lui ou à eux, peut-être que vous êtes plusieurs sur ce compte, de m'avoir parlé de Christophe Rambourg. Et c'est une histoire que je ne connaissais pas. Et c'est vrai que quand je me suis plongé dans les détails de cette affaire, j'ai été absolument bouleversé, choqué aussi. Vous allez voir que les détails sont abominables. Je vous en dis pas plus, on rentre dans la terrible histoire qui concerne Christophe Rambourg. Christophe Rambourg est né en 1987 dans la Somme. Ses parents, Denis Rambourg et Jocelyne Lurin, n'ont pas d'autres enfants et Christophe est donc élevé dans le village d'Épeville en fils unique. C'est un enfant gentil, plutôt discret, mais qui très vite a des envies d'émancipation. Son père Denis se tue au travail comme ouvrier spécialisé, puis est soudainement licencié sans raison. Et sa mère Jocelyne se lève de son côté aux aurores pour travailler sur les marchés pour un maigre salaire. Christophe, lui, veut échapper à tout ça. Il n'a pas du tout envie de reproduire le modèle de ses parents, de travailler toute la journée en étant mal payé, et fait donc tout pour rencontrer de nouvelles personnes. Se différencier et échapper au métro, boulot, dodo, le schéma de ses parents. À l'adolescence, il décide de s'inscrire au sein du club de hip-hop de Ham. Un moyen pour lui justement de sortir du modèle de ses parents. Dans le club, il rencontre de nouvelles personnes, se fait de nouveaux amis et notamment devient très copain avec les fils de la famille Boone, une famille cambodgienne installée dans la Somme depuis 1992. Les Boone sont connus dans la région, mais ne sont pas forcément connus pour les bonnes raisons, pour des petits délits, notamment des vols et du trafic de voitures. Mais c'est justement ça qui plaît à Christophe. Lui qui a sous les yeux une petite vie bien rangée, il tombe en admiration devant cette famille qui sort des clous. Denis et Jocelyne, de leur côté, donc les parents de Christophe, ont entendu parler bien sûr des Boone. Et ils demandent à leur fils de ne pas traîner avec eux. Ils lui disent que ce ne sont pas des gens bien, qu'il va se faire influencer. Christophe, c'est vrai, est plutôt fragile, influençable, et ce n'est pas vraiment un bon exemple pour lui. Mais lui ne veut rien savoir, il adore les fils Boone, et notamment Narine, plus vieux que lui d'une dizaine d'années et avec qui il devient très ami. Et cette relation va d'ailleurs vite évoluer. Après l'adolescence, Christophe essaie de trouver du travail, il passe un CAP, puis suit une formation de maître chien. Mais tout ça ne suffit pas. Il n'arrive pas à trouver un boulot qui lui plaît et donc n'a pas de salaire. En 2011, alors qu'il est âgé de 24 ans, Christophe vit toujours chez ses parents. Et c'est quelque chose qu'il déteste. Il ne le supporte pas. C'est justement ce qu'il ne voulait pas. Il ne veut pas d'une petite vie et d'un travail mal payé. À ce moment-là, il continue de côtoyer la famille Boone. Et il est de plus en plus admiratif. Ils ont une belle maison, de belles voitures. Ils sont fiers, ils osent. Et c'est tout ce que Christophe aimerait être lui aussi. D'ailleurs, il ferait n'importe quoi pour leur plaire. Et c'est justement ce qui va se passer. En 2011, Narine Boone, le fils aîné de la famille, lui propose du travail. Ça, c'est inespéré pour Christophe. D'abord, ça lui permet de se rapprocher encore de cette famille qu'il aime tant. Et en plus, ça va lui permettre de toucher un salaire, de mettre de l'argent de côté et peut-être de réussir enfin à quitter la maison familiale. Il accepte donc la proposition de Narine et devient une sorte d'agent de sécurité dans la nouvelle boîte de nuit
que son ami vient d'ouvrir. Il est aussi DJ, de temps en temps. Et il adore ça. Au début, tout se passe bien. Mais très vite, Christophe fait un peu plus que mixer aux soirées ou participer à la sécurité de la discothèque. Et ça lui convient. Il rend service à ceux qu'il considère comme sa famille. Il fait le taxi pour les boons. Il devient un peu l'homme à tout faire, s'occupe parfois des repas, parfois du ménage dans la propriété. Mais il est heureux comme ça. Petit à petit, ce nouveau travail et la relation qu'il développe avec les boons, notamment avec Narine et sa femme, Coralie Sauval, ne lui permettent plus vraiment de passer du temps ni avec ses amis ni avec sa famille. Il s'éloigne de ses parents, jusqu'en novembre 2011. Ce jour-là, Christophe appelle son père Denis et lui dit qu'il ne rentrera pas dîner dans la maison familiale le soir même. En réalité, c'est bien plus que ça. Denis ne le sait pas, mais son fils a en fait décidé d'emménager chez Narine, sa femme Coralie et leurs 5 enfants, à Villers-Faucon, à une 30aine de kilomètres de Ham. C'est même eux qui ont proposé, puisqu'il est devenu l'homme à tout faire, puisqu'il fait les courses, la cuisine et leur sert de chauffeur, autant qu'il soit tout le temps sur place. Son père n'est pas au courant de tout ça à ce moment-là, évidemment, mais il comprend que Christophe ne rentre pas dîner ce jour-là, encore pour rester avec Narine. Il a compris qu'il passait beaucoup de temps avec eux. Il essaie de l'en dissuader, mais après tout son fils est adulte, il n'a pas grand-chose à dire, et il accepte avant de raccrocher. Quelques jours plus tard, Denis revoit son fils qui rentre à la maison. Mais en coup de vent. En coup de vent et pour une seule et unique chose, lui demander de l'argent. Il ne le sait pas encore, mais c'est la dernière fois que Denis verra son fils en vie. Parce qu'après ça, ni Denis ni Jocelyne n'ont plus aucune nouvelle de Christophe. Alors au début, ils ne s'en inquiètent pas trop. Leur fils leur a clairement fait comprendre qu'il préférait être avec les boons qu'avec eux, donc ils se disent que Christophe est là-bas, qu'il reviendra bien un jour ou l'autre. Il ne répond pas à leurs appels, mais les premières semaines, ça ne les inquiète pas vraiment. Au bout de quelques mois, ça devient de plus en plus troublant. Et les parents de Christophe se demandent quand même s'il ne s'est pas passé quelque chose. Le 21 mars 2012, soit un peu plus de 3 mois après l'avoir vu pour la dernière fois, Denis Rambourg se rend à la gendarmerie de Ham. Il assure que son fils a disparu et qu'il n'a plus de nouvelles de lui depuis la fin de l'année 2011. Mais de leur côté, les gendarmes non plus ne s'en inquiètent pas. Encore une fois, Christophe est adulte et fait donc ce qu'il veut. Mais pour Denis, ce n'est pas normal. Il insiste auprès des gendarmes qui finalement lancent quelques recherches. Le relevé téléphonique de Christophe ainsi que ses relevés bancaires sont épluchés. Mais rien ne laisse penser qu'il est arrivé quelque chose de grave au jeune homme. Et, ils ne parviennent pas à le localiser. Les parents de Christophe, persuadés que quelque chose cloche, vont alors se lancer eux-mêmes dans les recherches pour tenter de savoir où est passé leur fils. Ils vont voir les amis de Christophe, ses connaissances aussi, mais personne ne sait où il a bien pu passer. Denis et Jocelyne se rendent même chez les boons pour leur demander si par hasard, ils n'ont pas vu Christophe ces derniers temps. Mais les boons leur expliquent que non, rien, ils ne savent pas où il se trouve. Et ça, c'est bizarre. La gendarmerie, de son côté, a un petit peu laissé les recherches de côté. Ils n'ont pas l'air de chercher le jeune homme. Encore une fois, il est majeur. Il fait ce qu'il veut. Denis continue, lui, de s'inquiéter pour son fils. Et en décembre 2012, il tente une dernière chose pour se faire entendre. Il écrit directement au procureur de la République. Et ça va fonctionner. Ça va fonctionner, mais ça va prendre encore du temps. Parce que les recherches commencent à l'été 2013. Les gendarmes épluchent les comptes bancaires, encore une fois de Christophe. Et là, ça commence à être très inquiétant. Parce que le dernier mouvement sur ces comptes bancaires date du 11 janvier 2012, soit 1 an et demi plus tôt. Si Christophe avait disparu volontairement, il continuerait à se servir de son argent. Et des mouvements seraient enregistrés plus récemment. Alors les gendarmes décident de lancer des auditions. Ils vont commencer par entendre l'ancienne compagne de Christophe. Mais cette dernière leur avoue qu'ils se sont séparés et qu'elle n'a plus de nouvelles de lui. Elle va même un peu plus loin. Elle assure avoir tenté de reprendre contact en 2012, mais Christophe ne lui a jamais répondu. Le propriétaire de la dernière voiture de Christophe est également auditionné.
Ce dernier assure ne pas avoir eu plus de contact que ça avec lui. En fait, le strict nécessaire pour lui acheter sa Clio. C'était en décembre 2011. Mais il se souvient que le jeune homme avait, selon ses mots, l'air mal en point. Il avait l'air sale et fatigué, c'est ce qu'il raconte aux gendarmes, sans pour autant qu'il ait jugé cela inquiétant. Les amis et les anciens collègues de Christophe sont également contactés. Narine Boone, lui, est auditionné le 5 juillet 2013. Et il raconte ce qu'il sait. Il explique qu'il a embauché son ami à l'automne 2011 pour qu'il soit DJ dans sa boîte de nuit, qu'il l'a hébergé quelque temps et qu'ils ont même passé le réveillon du Nouvel An 2012 ensemble. Mais depuis, plus de nouvelles. Même les parents de Christophe, désormais séparés, sont entendus, pour être sûrs de ne rater aucune piste. Sa mère Jocelyne est auditionnée le 28 août 2013 et son père Denis le 1er septembre. Tous les deux assurent n'avoir aucune nouvelle depuis fin 2011, c'est ce qu'ils réitèrent aux gendarmes. Et pourtant, quelqu'un sait forcément quelque chose dans toutes les auditions qui ont été faites. Alors qui, parmi tous ceux qui ont été interrogés, ne dit pas la vérité? Le 6 septembre 2013, une information judiciaire est officiellement ouverte dans cette affaire. Ça permet d'aller encore plus loin dans les recherches et notamment pour les enquêteurs d'utiliser d'autres techniques. À ce moment-là, les gendarmes vont se rendre compte de quelque chose qu'ils ne savaient pas. Christophe Rambourg habitait officiellement chez les Boone au moment où son père a commencé à s'inquiéter. Il avait même donné l'adresse de Narine Boone comme étant la sienne auprès des différents organismes. Ce n'était donc pas juste un hébergement occasionnel, comme Narine l'a laissé entendre pendant son audition. Pour les gendarmes, cette information-là, ça rend l'affaire quelque peu louche. Et ils décident de placer les téléphones de Narine et de sa femme Coralie sur écoute. Ce qu'ils vont découvrir à partir de là dépasse l'entendement. Lors de ces écoutes téléphoniques, qui n'ont évidemment pas été diffusées, les gendarmes entendent des aveux. Dans différentes conversations au téléphone, Narine Boone et sa femme donnent des consignes de ce qu'il faut dire aux gendarmes, notamment à Nari, la sœur de Narine, ainsi que son mari, Gilles Lefebvre. Il leur demande de dire aux enquêteurs que Christophe entretenait une relation difficile avec son père Denis, pour essayer d'orienter les gendarmes dans ce sens-là, et qu'ils ne viennent pas fouiller davantage vers chez eux. Et dans ces conversations, ils parlent aussi de ce qu'ils ont fait, des violences qu'ils ont fait subir à Christophe, des violences inimaginables qui ont mené à la mort du jeune homme. C'est ce que les gendarmes apprennent. Christophe Rambourg est mort. C'en est assez. Le 13 janvier 2014, une information judiciaire est ouverte pour homicide involontaire, soit 3 ans après la disparition de Christophe Rambourg. À ce moment-là, une dernière écoute permet aux enquêteurs de tout comprendre. Dans cette conversation, il est question d'un corps découpé, puis enterré. À partir de là, Narine Boone, sa femme Coralie, sa sœur Nari et son mari Gilles, ainsi que le petit dernier de la fratrie Boone, Navi, vont être auditionnés à nouveau, un par un. C'est simple, tous semblent impliqués et chacun tente de rejeter la faute sur les autres. Lors de ces auditions, ils avouent avoir embauché Christophe comme homme à tout faire, mais que bien vite, ce qui devait être un travail s'est transformé en esclavage. Christophe n'était pas payé et devait faire beaucoup de choses pour Narine et sa femme, mais aussi pour Nari et son mari et pour le petit dernier de la famille Boone. Et pire encore, Christophe subissait surtout de nombreuses violences tout au long de la journée. Des brûlures, des coups, des entailles. Les membres de la famille Boone seraient même allés jusqu'à lui faire manger des excréments. Et tout ça, juste pour s'amuser, sans aucune raison apparente. Christophe ne se rebellait pas. Il accomplissait toutes les tâches demandées et les Boone ne lui ont pas soutiré d'argent. Les faits se seraient produits chez Narine et Coralie, à Villers-Faucon, mais aussi chez Nari et Gilles, à Longo. Et tout ça en cachette des enfants qui appréciaient Christophe et l'appelaient même tonton. Ces violences physiques et psychologiques ont duré 2 mois. Christophe Rambourg s'est alors affaibli jusqu'à perdre la vie. Un matin, en janvier 2012, Coralie se lève avant tout le monde pour préparer le petit déjeuner pour ses enfants
et découvre le corps sans vie de Christophe dans le salon. Affolée, elle appelle son mari qui lui demande à ce moment-là de déplacer le corps dans la salle de bain, simplement pour que les enfants puissent déjeuner sans se rendre compte que tonton Christophe est mort. Tout ça, eh bien, ce sont les membres de la famille Boone qui le révèlent aux gendarmes, puisque le corps de Christophe reste introuvable. Après ces écoutes, ces révélations, l'enquête va s'intéresser tout d'abord à la maison des Boone. Cette maison que le couple a laissée dans un état déplorable lorsqu'il a quitté les lieux à l'été 2013 pour partir s'installer à Saint-Quentin. Cette maison est passée au peigne fin par les gendarmes en octobre 2013. On recherche de l'ADN, on recherche des traces de sang, mais surtout, on recherche le corps de Christophe. Après tout ça, les enquêteurs ont la conviction que Christophe a été victime d'un homicide, mais rien n'est trouvé. La question aussi que les enquêteurs se posent, c'est combien de temps a-t-il été enfermé et torturé dans cette maison ? On l'ignore. Il a pu, c'est ce que se disent les gendarmes, ensuite être transporté chez Navin Boone, à Moreuil, pas très loin, dans la Somme. Une ancienne voisine de Narine Boone et de sa femme, Coralie, témoignera dans la presse et expliquera ne pas avoir dormi de la nuit après que les gendarmes soient passés. Narine Boone, justement, eh bien c'était un très mauvais voisin, c'est sa compagne qui louait en fait la maison. C'est ce que racontent les voisins, ils sont interrogés, ils expliquent que cette femme, Coralie, disait que ses enfants étaient victimes de racisme. Et c'est bien après que Narine Boone l'a rejoint. Et c'est là que la situation s'est détériorée. La cour de la maison, c'est ce que racontent les voisins, la cour de la maison est devenue un dépotoir, les carcasses de voitures se sont entassées, il y avait des fauteuils roulants, des batteries également qui étaient entassées dans cette cour. Boone, disent les voisins, ne travaillait pas. Il ne parlait à personne, il vivait la nuit, il faisait du bruit, on l'entendait hurler. Il y a même une pétition qui a circulé en juillet 2011 dans le village. Il y avait 2 ou 3 chiens dangereux qui étaient laissés sans surveillance dans la propriété. Ils étaient agressifs, ils se sauvaient régulièrement. On n'osait plus sortir de chez nous, racontent toujours les voisins. Le maire de la ville va finir par ordonner par écrit à Boone de cesser les nuisances. Un voisin avait même osé se plaindre en pleine nuit. Mais il s'est fait insulter. Boone n'était pas violent avec ses voisins, mais provoquant. Provoquant par le regard. Un jour, témoigne un voisin, il y a un agent qui est venu couper l'électricité pour cause d'impayé. Eh bien, il a été poussé à moitié violenté. Pas violent avec ses voisins, ok, mais peut-être avec sa femme, Coralie Sauval. Et encore une fois, les voisins racontent. On la voyait de temps en temps, elle avait des traces de coups, elle disait qu'elle était tombée. Mais on pouvait se poser la question. C'est sûr que c'est lui qui la dominait. Elle faisait tout à la maison. Le couple a donc laissé derrière lui une maison pitoyable, mais surtout avec toutes les portes dépourvues de poignées. Il n'en restait plus aucune. En plus de ça, le couple Boone-Sauval avait visiblement de gros problèmes financiers. Il ne payait pas les loyers. Il y a encore des lettres d'huissier d'ailleurs qui continuent d'arriver dans la maison. Alors comment est-ce possible? Qu'est devenu le corps de Christophe? Eh bien là aussi, les Boone vont tout expliquer. Le corps portait des traces de torture évidentes. Impossible de s'en débarrasser quelque part. Ces traces pourraient peut-être faire remonter la police jusqu'à eux. Il faut donc faire le nécessaire pour faire disparaître le corps. Narine a donc appelé Gilles, le mari de sa sœur. Et tous les deux décident de découper le corps de Christophe sur des bâches en plein milieu du couloir de la maison de Villers-Faucon. De le découper en 6 morceaux grâce à un couteau de boucher, puis de le brûler en le plaçant dans un tonneau dans le jardin. Mais la combustion est plus longue que prévu et le tonneau est finalement déplacé dans la cave pour, je cite, éviter de rameuter les voisins. Tout ça va prendre en tout 3 jours, c'est ce qu'ils avouent aux enquêteurs. Et comme, une fois le corps brûlé, il restait encore les dents et quelques fragments d'os, eh bien Narine les a broyés avec un marteau. Puis il a parcouru 3 kilomètres avant de disperser les cendres et les fragments tout au bout d'un chemin en terre. Et les faits, là, remontent à plus de 3 ans. Impossible donc, vous le comprenez, de retrouver quoi que ce soit. Les parents de Christophe, Denis et Jocelyne sont informés de la situation. Ils sont dévastés, effondrés, mais pas vraiment surpris. Ils ont toujours dit que les Boone avaient une mauvaise réputation et une mauvaise influence sur leur fils. Et l'admiration que Christophe leur portait lui aura coûté la vie.
Le procès de Narine, Coralie, Nari, Gilles et Navi, le petit frère, se tient en juin 2020. Malheureusement, ce procès n'apporte pas toutes les réponses aux questions que les parents se posent. Pourquoi avoir réduit Christophe à l'esclavage alors que c'était leur ami ? Pourquoi l'avoir torturé et tué alors qu'il obéissait et ne demandait rien d'autre que de travailler pour cette famille qu'il admirait tant ? Et cette question, où ont-ils vraiment fait disparaître son corps ? La famille Boone n'a jamais apporté de réponse à ce sujet et aucune partie du corps de Christophe n'a jamais été retrouvée. Le 12 juin 2020, le verdict tombe à l'encontre de ceux désormais surnommés dans les médias les barbares de la Somme. Narine, considéré comme le cerveau de toute l'opération, est condamné à 30 ans de prison. Il n'a exprimé aucun remords et n'a eu aucune réaction au moment de l'annonce de sa peine. C'est le seul d'ailleurs à n'avoir jamais reconnu les faits de torture dans cette affaire. Sa sœur Nari, qui avait avoué une partie des faits, est condamnée, elle, à 21 ans de réclusion. Son ancien mari, Gilles Lefebvre, a 18 ans. Une peine légèrement réduite par rapport à son ex-femme pour avoir coopéré. C'est lui qui a permis de savoir tout ce que Christophe a subi. Navi, le petit frère, écope de 15 ans de prison. Tous sont reconnus coupables de séquestration, d'actes de torture et de barbarie, de meurtre involontaire et de recel de cadavres. Coralie Sauval, quant à elle, est condamnée à 5 ans de prison pour séquestration suivie de mort et non-dénonciation de crime. Elle n'aurait jamais, selon la justice, participé aux violences à l'encontre de Christophe. Denis et Jocelyne, quant à eux, n'ont jamais vraiment pu faire leur deuil. Sans corps, ni aucune preuve, il leur a fallu se contenter de la version racontée par les Boone, sans jamais être sûr qu'il s'agit bel et bien de la vérité. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. On va avoir évidemment une pensée pour les parents de Christophe, Denis et Jocelyne, qui pourront peut-être tomber sur cette vidéo. Donc je vous demanderai d'être, comme vous l'êtes pour la plupart d'entre vous et la plupart du temps, bienveillant dans les commentaires. C'est vrai que quand c'est une histoire française, forcément, eh bien, les familles françaises peuvent plus facilement regarder les vidéos. Ça a été le cas déjà plusieurs fois quand j'ai évoqué les histoires françaises. J'ai parlé du meurtre de Sophie Colombet il y a plusieurs mois déjà. J'avais eu le retour de sa famille ou d'anciennes amies. Ce sont des retours à chaque fois constructifs ou bienveillants dans la mesure où reparler de l'affaire des fois permet de ne pas oublier les victimes, mais c'est vrai que ça peut aussi faire du mal aux familles, aux parents, etc. J'en suis conscient, évidemment. C'est pour ça que j'essaie de rester sur les faits et uniquement sur les faits. De toute façon, eh bien, des journaux ou d'autres médias en parleraient. Donc voilà, je ne vois pas pourquoi je pourrais ne pas en parler. Pour moi, c'est aussi une façon de continuer à parler de ces victimes, de ne pas oublier. J'avais eu aussi le retour je crois que c'était de la famille de Sophie Graveau. Souvenez-vous, j'avais parlé de cette jeune femme qui avait été assassinée à Nantes il y a quelques années, il y a plusieurs années maintenant. Et j'avais eu le retour, pareil, c'était sur Insta, de la famille de Sophie Graveau. C'était plutôt un merci de ne pas oublier Sophie. Voilà. Je comprends encore une fois que aussi le fait de reparler des affaires, ça peut ne pas faire que du bien aux familles. J'en suis conscient quand je fais les vidéos, mais encore une fois, n'importe quel média pourrait reparler de ces affaires. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Dans tous les cas, merci pour vos commentaires. Merci aussi pour la bienveillance que vous aurez pour la famille de Christophe Rambourg. Et puis on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Dans l'été, je ne vais pas lâcher. Je serai là avec vous, évidemment. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me parler d'affaires que vous souhaitez que j'aborde dans les commentaires. Et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut.